Le premier versement, je pensais qu'il y avait une erreur, tellement c'était... Il y avait combien? Il nous reste 120 000 € à l'année. T'as les gros compositeurs qui peuvent toucher 50, 60 000 de primes de commande. J'ai été l'assistant d'un grand compositeur de musique de film qui s'appelle Alexandre Desplat. Il a fait des films très connus américains. Le dernier projet, c'est le Jurassic World. On a ces droits d'auteur qui peuvent valoir 80% de ton revenu. C'était les débuts de Annie et les Chipmunks. Je récupère ce monde, je pensais qu'il y avait une erreur, tellement c'était... Il y avait combien? 107 000. Toi, sur un 20-25 000 de fees, t'enlèves 10%. J'ai eu ce projet de faire un album avec un orchestre symphonique. Comme par exemple, dernièrement Zao de Sagazan, mais je l'ai fait aussi avec Benjamin Biolay. Romain, bienvenue dans Combien Salut ça gagne. Clémence, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis trop contente que tu sois là. Tu es donc le deuxième Highlander que je reçois, on va le dire tout de suite. Hein. Tout à fait. Tu es le frère de Manon, avec qui j'avais fait un épisode Combien ça gagne, une marque de puzzle. C'est exactement, c'est ma petite sœur. Romain, tu es compositeur de musique. Exactement. Ce qui veut dire 1 million de trucs en vrai, je pense, non? Carrément, Enfin, il y a plein de trucs sous cette bannière. Enfin, c'est vraiment un métier très très étendu. Je te laisse te présenter, me raconter un peu d'où tu viens, comment t'as commencé, comment t'es arrivé là-dedans. Donc, compositeur de musique pour le film, c'est une de mes casquettes. J'en ai d'autres. Je suis aussi arrangeur pour des artistes. Ouais, alors ça, tu m'expliqueras ce que ça veut dire aussi. Ouais, aussi, ça mérite une petite explication. Compositeur, c'est la personne à laquelle on fait appel quand un réalisateur ou une maison de production a besoin de musique sur un film. Personne à laquelle tu fais appel pour réaliser la musique du long métrage, du court métrage, ou de la publicité, ou du documentaire, du téléfilm, de films institutionnels. En fait, il y a énormément de champs d'application. Toi, du métier de compositeur. Tu dois être spécialisé dans un truc. Toi, t'es spécialisé, tout ce que tu viens de me dire, oui. Tout ce qui est audiovisuel, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est des séries d'animation pour les enfants. Ok, c'est génial. J'ai commencé comme ça. Et du film aussi, parce que j'ai été l'assistant d'un grand compositeur de musique de film qui s'appelle Alexandre Desplat. Qui est très connu. Qui est très connu, qui est une star. Enfin, vraiment. Immense star, mais lui, il est français, mais lui, il avait beaucoup à l'étranger, non? C'est ça? Il travaille à l'étranger, ouais. Il est français, il vit en France, il vit à Paris. Et il est en France 95% de son temps. Donc, mais il a fait des films très connus américains, c'est ce que j'avais entendu. Oui, des Wes Anderson, Guillermo del Toro, il a 2 Oscars, des Césars, enfin vraiment il a une carrière gigantesque et c'est une personne incroyable. Incroyable. Et donc toi, t'as commencé en bossant avec lui? Alors je ne commence pas en bossant avec lui, je commence en faisant des séries d'animation, mais je le rencontre un petit peu plus tard. Et en fait, lui, il me permet d'avoir accès directement à les enregistrements à Londres, de travailler avec des musiciens incroyables, des orchestres énormes. Et moi, je ne m'en rends pas très bien compte à l'époque parce que j'ai 24-25 ans, mais mes premières séances d'enregistrement, elles se font dans des studios mythiques, qui sont les studios d'Abbey Road, ou de Air Studio à Londres, avec les orchestres qui ont enregistré les grands films qu'on connaît, qui sont Star Wars, qui sont... c'est fou. Indiana Jones, tout ça. Donc c'est vraiment... c'est-à-dire que tu arrives là et tu vois l'excellence. Vraiment, tu vois comment ça bosse. Tu vois directement le sommet, quoi. Tu touches directement à ceux qui ont fait les trucs sans les plus... vraiment t'en rendre compte. Et du coup, tu ramènes ça dans tes bagages et à ta petite échelle à toi, parce que moi je débute, tu utilises la manière, tu vois ce que tu as vu, tu vois exactement, et tu appliques ce que tu as vu. C'est incroyable. Ouais, en fait, tu le mesures que plus tard, là, mais c'était une chance de ouf. Il y a 2 trucs qui me questionnent là. Déjà, c'est comment tu démarres là-dedans, c'est-à-dire tu as fait des études de musique, tu joues d'un instrument. Parce que compositeur, tu vois, moi dans ma tête, tu dois bosser avec tous les orchestres, tous les types d'instruments. Oui. Tu as un côté un peu chef d'orchestre. Oui. Enfin, un petit peu, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu dois avoir une connaissance une connaissance, une compréhension de comment les intégrer. Donc ça, j'aimerais comprendre un peu comment tu arrives là et comment on devient compositeur, quoi. Et puis aussi, qu'est-ce que tu faisais concrètement quand tu bossais avec Alexandre Desplat? On va commencer par ta première question. Moi, je suis pianiste au départ. Ok, d'accord. Donc, études de piano depuis tout jeune et... piano classique, j'ai fait mes années de conservatoire et tout ça. Toutes tes études, c'était conservatoire? Exactement. Et je rentre au Conservatoire supérieur de Paris en métier du son. C'est-à-dire que du coup, c'est tout ce qui pourrait être les métiers de mixeur, ingénieur du son, exactement, notamment dans le classique, parce que le conservatoire, c'est très très dédié au classique. Du coup, ça permettait d'avoir des profils de gars qui savent lire la musique, qui savent discuter avec un artiste
l'artiste qui est en train d'enregistrer sur son domaine à lui, c'est-à-dire savoir lire une partition et pouvoir parler de musicalité, et pouvoir parler de Qu'ils tout savent ça. traduire aussi, j'imagine, Exactement. pour l'appliquer ensuite. Ok. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout ça qui m'intéresse, le métier technique et tout. En fait, je me dis, non, pas trop envie. Et surtout que toi, tu venais de genre 5 ans, voire toute ta vie, même avant le conservatoire, d'être full artistique. Exactement. Il n'y avait aucun truc technique du son, quasiment aucune application. Il n'y avait que l'artistique pur, la musicalité, de répéter tel morceau et tout, quoi. Mais s'imaginer compositeur, donc s'imaginer artiste, d'en faire son métier, c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire qu'il y a un truc à assumer dans le statut d'artiste avec lequel moi je galère personnellement encore maintenant, tu vois, de pouvoir poser une bannière et de dire moi je suis artiste. Je trouve que c'est des assertions qui sont très complexes. Exactement. Parce que c'est des mots qui sont galvaudés à plein de niveaux différents et aussi. Puis ça touche à tellement de trucs. Rien que le fait de pouvoir assumer ça, tu vois, entre j'ai la représentation de ce qu'est un artiste, je sais ce que je suis, et en fait j'ai l'impression qu'il y a un gap énorme. Dis, mais attends, le syndrome de l'imposteur est dur à combattre. On est exactement là-dessus. C'est pour ça que le mot compositeur, pardon, c'est bien qu'il existe, parce que du coup toi tu peux te cacher un peu. Tu te mets un peu derrière et tout, t'es entre deux. Alors qu'en vrai, tu es artiste. Et donc, je profite de mes années de conservatoire pour prendre tous les cours qui sont des cours artistiques, du coup, pour le coup, de l'arrangement, de la cours de composition, des cours d'écriture et tout ça. Donc, je vais aller chercher les options qui vont faire que je vais retourner à quelque chose de plus artistique. Et en sortant du conservatoire, j'ai un professeur qui monte une structure de musique à l'image pour la musique d'animation et qui me dit, écoute, je fais ça démarre, est-ce que ça te dit d'être là ? Et je le suis et je commence mon métier comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment tu sais, t'es au bon endroit au bon moment et puis c'est toi qui es choisi, quoi. Et en fait, donc on est d'accord que l'étape à franchir, en fait, tu sais jouer du piano, t'as passé toute ta vie à reproduire des morceaux classiques et en fait tu rentres dans une zone de création. Tout à fait. Et ça, c'est un truc que t'as appris au fil de l'eau. Enfin, au fil de tes cours, etc. C'est vrai, t'as une capacité de pouvoir jouer avec ton instrument qui fait que du coup tu peux facilement un peu plus mettre en œuvre ce qui se passe dans ta tête et à apprendre. En fait, le processus il est pas facile, il y a zéro règle. Il y a des cours de ça, il y a des cours d'analyse de film, la manière dont ta musique se déploie dans ton image, quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle termine, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné cette bande son résonne. Enfin, il y a des trucs, mais quand t'es face à ton image, en fait, c'est de l'instinct, en fait. Exactement. Il y a un truc vraiment très très instinctif. Il y a un truc magique qui se passe quand ton image est mise et sublimée par ta musique. Tout d'un coup, il y a une profondeur quand ta musique raconte quelque chose, ton image raconte autre chose, pardon. Et du coup, il y a un truc qui se passe qui est vraiment de l'ordre de purement c'est ça qui marche, c'est ça qui et t'as 1000 solutions devant toi. Enfin vraiment, tu peux ce que tu disais tout à l'heure sur les compositeurs de musique, c'est juste t'as ceux qui utilisent l'orchestre, mais t'as ceux qui ne connaissent pas du tout l'orchestre. J'ai des potes qui sont des compositeurs de musique qui viennent de la musique électronique et en fait bien sûr, ça existe énormément, ça. Tout à fait, et tout est une histoire de ressenti de l'image par rapport à la musique, vraiment. Et donc quand tu as cet instinct-là, c'est un petit peu en toi, tu vois, tu vas l'affiner, tu vas le rendre, tu vas l'aiguiser. Mais le fait d'avoir un film devant toi, de le laisser courir sans musique et d'avoir tout d'un coup des choses qui te viennent, en fait, t'es quand même relativement guidé par... t'as un cadre, t'as des... Non, mais t'es guidé par ton instinct artistique, bien sûr. Et par ta scène, par le jeu de tes acteurs, la manière dont ton réalisateur a découpé le film pour donner un rythme, les couleurs, enfin tu peux vraiment être inspiré par énormément de choses. À quel moment toi t'interviens ? Donc t'es compositeur, on va dire, principal sur certains films, mais mettons t'es compositeur principal sur un film, à quel moment le réalisateur fait appel à toi ? À quel moment tu fais un premier visionnage ? Enfin, comment ça marche ? Souvent tu es approché par le réal ou la prod, il y a le scénario, le synopsis. Ouais, donc pas mal en amont. Pas mal en amont. Et ensuite tu peux intervenir à différents moments, tu peux déjà intervenir à ce moment-là, quand les images ne sont pas encore tournées. Et là du coup tu as une liberté totale.
C'est-à-dire que tu es juste lié à ton imaginaire et à ce que tu projettes du film. Et en fait, du coup, ça te permet... Enfin, moi, c'est un process que j'adore parce que ça te permet vraiment de sortir de la contrainte de l'image. Parce que l'image n'est pas une contrainte, mais quand même, elle te guide, elle t'amène vers. Et le fait de pouvoir t'en échapper, ça te permet souvent d'explorer des endroits de création qui vont probablement rendre un film plus personnel au niveau de la musique. Et d'avoir une touche qui est plus personnelle. Et tous les réals ne font pas ça. C'est aussi possible de recevoir le film une fois qu'il a monté le film. Exactement. Avec souvent des musiques, ce qu'on appelle des musiques temporaires qui sont posées, qui sont déjà les endroits sur lesquels il veut de la musique. Et c'est pour t'indiquer le type de musique. Pour m'indiquer le type de musique. Là, t'es dans une créativité un peu plus limitée. Ouais, ce qui rend des fois les choses vraiment très très compliquées. Parce que faut se rendre compte qu'un réalisateur, il a vu son film 150, 200 fois et qu'il a vu la scène avec la dite musique 150, 200 fois. Il y a une habitude qui se crée. Et en tant que compositeur, quand tu proposes quelque chose de vraiment très très différent par définition, c'est très possible que lui ne s'y retrouve pas pour plein de raisons, et notamment le fait qu'il a l'habitude de la musique. Il a trop créé l'habitude. Et du coup, tu peux vraiment... il va te demander de revenir un peu vers sa référence à lui, et du coup, tu perds la créativité que pourrait à un moment donné avoir la scène. Ça t'est beaucoup arrivé ? Ça m'est arrivé, oui, complètement. Je l'ai aussi... c'est beaucoup arrivé aux compositeurs aussi avec lesquels j'ai travaillé. C'est vraiment un truc qui est fréquent. En même temps, c'est dur de se battre contre ça parce qu'un réalisateur a besoin d'avancer aussi, de monter son film, et la musique aide beaucoup. Ah bah elle peut donner vie ou mort d'une émotion sur une scène, quoi. C'est hallucinant. T'as complètement résumé le truc. Dernière question, juste pour comprendre ce procédé-là. Une fois que tu composes, donc peu importe dans le cas 1 ou 2, toi tu vas composer toi-même ton piano. Oui, c'est-à-dire que moi je bosse avec des logiciels, plutôt sur ordinateur. Et ensuite, après, si tu as besoin d'autres instruments, tu t'enregistres avec des gars que tu connais, qui vont aller te jouer, je sais pas, de la guitare, ou t'as des orchestres qui peuvent être à dispo pour si tu as besoin de faire de la musique d'orchestre, ou comment ? Exactement. Je fais tout sur ordinateur, c'est-à-dire que ce que le réalisateur va entendre de moi à la fin de mon travail, c'est ce qui sera plus ou moins ce qu'il aura dans les oreilles au moment du mix final. C'est-à-dire que tu as des modélisations d'instruments, et notamment d'instruments d'orchestre, qui font que tu as la sensation de l'orchestre déjà, les timbres ne sont pas aussi bons que les timbres que tu irais enregistrer, mais par contre en termes de représentation d'écoute, t'entends un orchestre. Moi ce que je vais faire, donc c'est pas un vrai orchestre, c'est ça que tu dis. C'est de la synthèse, c'est de la synthèse, exactement. Okay. Et la phase d'après, c'est toute la phase d'enregistrement, et dans laquelle ce qui a été fait sur mon logiciel, ça va être transformé en partition, ça va être donné à des musiciens, et on va aller l'enregistrer en studio avec des orchestres et tout ça. Et parfois ça peut arriver que tu enregistres avec des orchestres énormes, les orchestres de la taille qu'on peut imaginer, mais en studio, j'imagine qu'il n'y a pas autant de joueurs de chaque instrument que dans un énorme orchestre, mais tu peux avoir 20 personnes qui enregistrent en studio. Ça peut être 20, mais figure-toi que si, le dernier projet sur lequel je travaille avec Alexandre Desplat, sur lequel il fait la musique, c'est le film Jurassic World qui est sorti cet été. On était à Abbey Road, il y avait 106 musiciens. C'est-à-dire que c'était vraiment... C'est énorme. J'ai jamais entendu autant de monde dans 106 musiciens qui jouent en même temps. Et Alexandre qui dirige. Et moi, je dirige, il est chef d'orchestre, littéralement, pendant le truc. Il est chef d'orchestre pendant le truc. Tous les compositeurs ne le font pas. Moi, faut avoir l'habitude, c'est vraiment un métier aussi. Ouais. Il faut savoir gérer un groupe. T'es quand même là au milieu de ton podium, c'est ta musique. Et à un moment donné, on te demande un truc. Enfin, tu vois, il faut pouvoir... t'as tout le monde qui attend et tout. Enfin, Mais lui, il fonctionne comme ça, comme d'autres. Mais moi, à ce moment-là, je suis en cabine. Et vraiment, tu prends un son dans la... Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, dès que tu peux, tu le fais. Mais c'est tout dépend des... Dès que je peux, je le fais. Et effectivement, ça dépend des économies des différents projets. Là, en l'occurrence, sur tout ce qui était dessin animé, il faut sortir un épisode par semaine pendant 1 an. Et donc, du coup, tu as zéro possibilité de pouvoir... C'était quoi comme dessin animé ? C'était des dessins animés pour enfants qui passent à la télé ? Exactement. Sur les chaînes de... Putain, j'ai aucune chaîne d'enfants en tête. Ça passe sur TF1. Non, mais TF1, France 2, M6. Toutes les chaînes... Gulli, tout ça. Ouais, complètement. Énorme. Si on revient un peu, donc toi, tu es spécialisé pas mal dans le film,
Mais tu disais que tu fais aussi film et donc docu, dessin animé, et tu disais que tu fais aussi un peu de pub. Un peu de pub, ouais, car c'est moins mon domaine, c'est assez particulier, mais t'en fais de temps en temps, quoi. Tout ça, c'est le même modèle de rémunération. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de projet que tu peux faire ? Alors moi, les projets que je fais aussi beaucoup, c'est des projets d'arrangement pour des artistes. Ok. Ah oui, c'est ce que tu disais au début, arrangement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire ? Arrangement, ça s'est toujours passé de la même manière pour moi, c'est-à-dire que tu as un artiste qui est établi, qui vient te voir et qui te dit j'ai eu ce projet de faire un album avec un orchestre symphonique. Ok. Donc Comme par exemple. Comme par exemple, dernièrement Zao de Sagazan. Voilà. Mais je l'ai fait aussi avec Benjamin Biolay, avec un artiste électronique que j'adore qui s'appelle Rhône. Exceptionnel, je vois très bien. Qui est génial. Et en fait, ils viennent avec leur musique, qui n'est pas du tout adaptée à l'orchestre. Et donc, le rôle de l'arrangeur, il y a plein de manières d'arranger. Tu peux vraiment arranger je sais pas, une chanson de Souchon vers un trio de clarinette, par exemple. C'est de l'arrangement. En fait, c'est juste le fait de passer une musique d'un style à un autre, d'un groupe d'instruments à un autre. Et donc, du coup, dans le cas de Zao, c'est électronique et elle veut transformer ça en un support pour orchestre. Mais donc, ça veut dire qu'elle a son album, donc elle a ses chansons, son album, qui sont faits électroniquement. À consonance électronique, c'est-à-dire que tu as du piano, des synthés, tu vois, la patte de son style musical, c'est l'électronique. Et elle veut quoi faire comme une deuxième version de l'album qui serait symphonique, ou elle veut juste que tu transformes l'électronique. Enfin, qu'est-ce qui existe ensuite aux yeux du public ? T'as une deuxième version ? Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, la musique électronique n'est pas très adaptée à l'orchestre. C'est de la musique qui est très très rythmique, qui est assez répétitive. Et en fait, si tu transformes littéralement ce qui se passe en électronique pour de l'orchestre, c'est compliqué. Et donc, du coup, le rôle de l'arrangeur dans ces cas-là, c'est d'aller créer le monde, de ramener le symphonique dans la musique de départ et de faire en sorte que tes musiciens aussi aient toute la capacité de pouvoir s'exprimer. Donc, du coup, tu vas recréer des textures, tu vas créer des lignes intermédiaires, tu vas enrichir la musique, tu vas rajouter des parties, tu vas changer des accords, il y a une liberté. Tu vas rajouter des intros, des outros, pour rendre le produit plus symphonique. Ok, et ensuite, une deuxième version de l'album sortira. Là, en l'occurrence, ça l'a été. Il y a un album qui est sorti pour Rhône, il y a un album pour Biolay aussi. Ou alors, ça peut être des concerts en live, surtout. Ah, ok, ça peut sinon être ça, ok. La base, c'était des performances live. Elle, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle est très connue pour ça. Enfin, ça a été très... C'était remarquable, d'ailleurs. Ça a dû être incroyable de bosser. Ouais, c'est chouette. Donc ça veut dire que si tu fais les concerts, tu dois faire une tournée ou non ? Parce que toi, tu prépares l'orchestre et ensuite, tu as un chef d'orchestre qui va un peu mettre en musique, finalement, ton travail pendant les concerts. Donc toi, comme tu fais pas chef d'orchestre, tu fais pas la partie tournée, si je comprends bien. Mais en revanche, tu bosses pendant hyper longtemps pour que sur chaque chanson, tu dois le refaire pour chacune des chansons d'un album, finalement. Tout à fait. Il y a un chef d'orchestre. Moi, j'aime bien j'ai l'impression que ça fait partie de mon boulot aussi d'être là aux répétitions, pas forcément en concert, mais aux répétitions parce que au final, c'est toi qui as écrit la musique et que quand le chef est là pour l'interpréter, c'est un musicien. En ce qui s'agit quand tu as des doutes sur des notes et que les musiciens ont des questions pour toi, c'est plus facile pour le chef d'orchestre de se tourner vers l'arrangeur en disant là il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, plutôt que de lui-même comme il l'a pas écrit rentrer, de devoir, exactement. Et puis en plus c'est l'instinct sur le moment que toi tu peux avoir, alors que lui il est quand même focus sur gérer le groove. Je connais la partition par cœur, c'est moi qui l'ai écrite et tout, donc effectivement je sais exactement de quoi on va me parler à l'instant T. Il faut aller très vite, on a en général peu de temps de répétition. Quand il y a un musicien qui pose une question, il y en a 69 qui attendent. Donc du coup, il faut que ça avance, quoi. La pression de l'orchestre, c'est un vrai truc. Ouais, pression du groupe. Donc ça, c'est un autre type de projet que tu peux faire. Oui. Est-ce qu'on en oublie un ? J'ai un projet d'artiste que je développe avec un
un magnifique ami qui s'appelle Valentin Couineau, qui est un projet d'un mélange de toutes nos influences. Qui est lui compositeur aussi ou... Qui est lui compositeur. Okay. On partage notre studio. Okay. On a un studio dans le 18e, donc on partage. Et donc ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, tu vois. Et on a un album qui musicalement est prêt, qui en termes de marketing, DA, tout ça n'est pas encore suffisamment avancé, mais l'étape d'après. Ouais, exactement. C'est ça. Pas trop la vôtre. Tout à fait. Et puis il y a de nouveau l'histoire d'aller voir des gens qui vont t'aider, des distributeurs, des labels et tout ça. Donc tout ça prend du temps. On va rentrer peut-être un peu dans les chiffres qu'on va mettre en base de tout carrément. Ça. Parce qu'on l'oublie, mais on est finalement un peu là pour ça aussi. Les projets de films, de pub, etc., c'est un petit peu la même chose. Tu vas être payé par la boîte de prod. Oui. Comment ça fonctionne ? Toi, tu as un statut. De ce que je sais, tu as l'intermittence du spectacle, mais toi, tu dois pas être dedans. Non, je suis pas dedans. Je pourrais, mais je ne le suis pas. Tu ne l'es pas. Donc, tu es auto-entrepreneur. Enfin, t'as ta structure, quoi. Ouais, t'as ta exactement. boîte. Tu factures sur ta boîte. Oui. Et t'es payé à la commande. Enfin, je sais pas comment on dit, mais... tu prends un fee, exactement. T'es payé là-dessus, c'est des négos que tu fais toi-même ? Non. Ok. Non, j'ai un agent, moi, qui s'occupe de moi. Alors, en tout cas, pour moi, ça fait très, très mauvais ménage de discuter d'argent et de s'occuper de l'artistique. Mais la plupart, en vrai, j'avoue qu'en réalité, j'aurais pu me douter que t'avais un agent, parce que... Dans ces métiers-là, c'est quasi impossible. Tu négocies sur toi-même ta propre expertise. Je veux dire, il faut toujours avoir quelqu'un qui au milieu. Ouais, complètement. C'est hyper important. Et les fois où j'ai négocié tout seul, mais je pourrais te raconter des dingueries, quoi. Vraiment. T'as gagné 2 euros. Non, mais je perds de l'argent. C'est-à-dire que j'embauche des gens que je paye plus cher que ce que moi avec tout ça avec le sourire. Donc pas de business avec Romain. Ouais, non. Bah si, vous pouvez en faire si vous me demandez des trucs et que vous voulez vraiment avoir des bons plans. Que personne n'appelle Romain, il va dire oui. Et alors, tu devrais pas. Donc, appeler son agent, ne l'appelez pas en direct. J'aurais pu dire non. Non, vraiment, j'ai des dingueries. Okay. Donc, nécessité d'un agent. Et donc, lui, c'est assez contractuel, hein, les agents de musique à l'image. Donc, tu le cantonnes à un domaine. En l'occurrence, il s'occupe là pour tout ce qui touche à la musique à l'image, mais il va pas s'occuper de la partie arrangement, par exemple, avec des artistes. Et c'est 10% du fee. Ok, donc ça, c'est très classique. Hein. C'est pareil pour les comédiens. 10% des droits d'auteur aussi. Ah, ok. Alors ça, je savais pas. Il touche sur le fee et sur ce que va ramener en droit d'auteur la production, enfin l'œuvre. Ok. Là-dessus, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que est-ce qu'en moyenne, t'es payé combien en moyenne pour des projets ? Alors j'imagine que ça dépend énormément. Super variable. Mais un long métrage, en fait, ça dépend de si on est sur un blockbuster ou un film d'auteur. Oui. Tu peux me donner une fourchette quand même ? Tout à fait. Alors moi, je suis un petit compositeur, donc ça va plutôt être 20 000, 25 000 euros pour un projet. Ça peut être moins aussi, vraiment, quand c'est vraiment des petites prods. Ouais, complètement, des projets artisanaux et tout ça, donc ça peut descendre. Et t'as les gros compositeurs qui peuvent toucher 50, 60 000 de ce qu'on appelle de prime de commande, c'est-à-dire juste pour le compositeur. Ça ne rentre pas dans l'enveloppe, le fait de devoir réaliser la musique, avec le fait de devoir payer l'orchestre et tout ça, c'est ce qu'on appelle la prod exécutive. Les 20 000 ou les 50 000, c'est que pour lui, c'est exactement. Ça que tu veux dire. Ok. Toi, c'est pareil, quand tu me dis que tu vas toucher 20-25 000 euros, t'as pas de charge à mettre là-dedans. C'est pas toi qui dois les payer. Donc tu dois payer des frais fixes qui sont à toi, j'imagine, ton studio, tout ça, évidemment, ils vont pas. Mais c'est pas toi qui va payer le fait de faire bosser quelqu'un d'autre, un autre musicien, un orchestre. C'est une autre ligne, effectivement, qui est dans le budget de prod exécutif, c'est je ne dois pas prendre de mon cachet pour. Le seul truc que je paye, c'est les 10% de mon agent. Ouais, bien sûr. C'est pas supplémentaire. C'est pas on top, c'est vraiment dans mon enveloppe à moi. Ok, alors que je pense que les comédiens, c'est en plus. Eux, ce qui touche, c'est ce qui touche, quoi. La négo, elle est faite plutôt avec la prod, entre l'agent et la prod. Donc, toi, sur un 20-25 000, de filles, ouais. Donc, t'enlèves 10%. Et ensuite, après, évidemment, t'as des charges fixes dont on parlera plus tard. Mais après, tout est pour toi. C'est-à-dire que et puis tu payes, t'as les amortissements des instruments si t'as un super piano ou des trucs comme ça. Mais tout c'est pour toi, ok. Là-dessus, c'est combien de temps de travail à peu près un projet, un long métrage où on va te payer à peu près ce prix-là ? Au minimum 3 mois, je dirais. Ça peut monter
a 4, 5, 6. Ça veut dire que tu as des projets qui s'overlappent tout le temps. Ah ouais, c'est très difficile, les calendriers et tout ça, de pouvoir à un moment donné avoir... T'es jamais full-time sur un projet. Quand tu dis que le truc dure 3 à 6 mois ou plus, tu peux en avoir jusqu'à 4-5 en même temps, j'imagine. Moi, j'ai toujours 2, 3, 4 projets en même temps. Et même, tu vois, là, un projet de film et un projet d'arrangement, ou un pote qui fait un court-métrage qui a besoin de musique, tu vois, vraiment, c'est vraiment tu jongles, quoi, un petit peu, toutes les semaines, quoi. Tu te retrouves à avoir une vision, tu sais à peu près ce qui va se passer dans le mois, mais c'est vrai que c'est jamais très fixe, et c'est génial en fait. Enfin, moi j'adore ça. Oui, mais c'est aussi tu dois être dans l'acceptation totale de ça quand t'es dans ce métier, j'imagine. Enfin, je veux dire, si tu commences à avoir besoin de planification, t'es peut-être pas dans le... C'est absolument nécessaire. Ouais, c'est ça. Tu penses que des projets comme ça, t'en fais combien par an? 6, 7 peut-être. 6-7, ouais. Ok. Les téléfilms et tout. Tu vois, moi, juste l'année dernière, 2025, je fais un long métrage, 2 téléfilms, 2 courts, et le projet de Zao. Donc, en fait, je suis bien occupé toute l'année, quoi. Ah oui, mais ça, avec tout ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, j'en doute pas. Des projets avec Alexandre. On voyage aussi pour des lives, tu vois. Donc, en fait, voilà, il y a ça prend du temps. C'est très chargé. Ça, c'est ce que tu vas gagner. Donc, par exemple, si je dis que tu vas faire une moyenne de 20 000 € sur les fees et que tu fais ça x 7, tu vas gagner 140 000 €. J'imagine que ça peut être un peu moins parce que tu peux gagner par x 5, donc peut-être la moyenne, elle baisse un peu. Alors non, pas du tout. Moi, la majeure partie de mes revenus, c'est les droits d'auteur. Et c'est les droits d'auteur des projets qui ont été faits dans les années précédentes. Donc, les droits d'auteur, comment ça fonctionne ? Les droits d'auteur, c'est des rémunérations trimestrielles qui sont versées par la SACEM et qui sont dépendantes de si l'œuvre a été exploitée ou non. D'accord. C'est-à-dire que plus une œuvre a été exploitée dans le monde, plus elle va générer des droits d'auteur et plus tous les différents auteurs, ceux qui ont participé au niveau artistique à l'œuvre vont être rémunérés. Moi, la majeure partie de mes droits d'auteur proviennent des séries animées, par exemple, de mes séries mais bien de sûr, mes qui dessins sont animés. diffusées tout le temps. Qui sont diffusées tout le temps, qui sont diffusées dans le monde. Bien sûr, mais c'est l'animation. C'est fou tout l'argent qu'il y a dans l'animation, non ? C'est incroyable. En vrai, moi, là, actuellement, j'en fais plus. J'y reviendrai peut-être, tu vois, en fonction d'eux. Mais c'est en fait des produits qui sont fous pour nous parce que c'est multidiffusé. Non, mais ça t'assure un revenu de base qui te permet d'avoir de pouvoir choisir des projets que tu kiffes derrière et de pas être tout. Ouais, c'est complètement. Incroyable. Moi, il y a notamment 2 projets qui m'ont vraiment aidé là-dedans. Ça me permet d'avoir pu acheter un appart et tout. Incroyable. Quoi, vraiment. Mais alors attends, comment ça marche ? Donc combien tu touches, par exemple, je sais pas, sur un dessin animé qui est diffusé, comment est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu touches ? Eh ben, c'est hyper variable. C'est-à-dire que en fonction de la chaîne qui diffuse, c'est-à-dire que t'es pas payé de la même manière, t'es pas rétribué de la même manière si... c'est diffusé en France ou en Argentine ? Oui, si t'es diffusé sur Gulli ou sur TF1, si t'es diffusé à 3h du mat ou à 9. Et donc du coup, t'as tout un tas de grilles tarifaires, c'est des calculs qui sont relativement compliqués. Et donc du coup, tout ça, c'est la SACEM qui gère. Par exemple, en 2025, t'as gagné combien en droits d'auteur ? J'ai gagné 170 000 € de droits d'auteur. 170 000 € de droits d'auteur. Et ça vaut pour 50% de tes revenus ? Ça vaut pour, je dirais même plus. Genre 80% de mes revenus. 80%, c'est fou. Et donc du coup, c'est très très variable. C'est-à-dire que en fait, tu ne sais pas, au bout d'un moment, tu ne sais pas quelles œuvres ont été exploitées. T'en as aucune idée. Et puis, tu sais pas ce qui va tomber tous les 3 mois, en fait. C'est une espèce de loterie, carrément. Et il y a... Donc ça t'arrive, tu sais, au bout de 3 mois, de dire, là, d'un coup, t'as une très belle surprise, tu dis, ah putain, on va en vacances. Hein. Mais de ouf. Même en 2017, c'était les débuts de cette série qui s'appelle Alvin et les Chipmunks, qui a été... très connue. Ouais, les films sont très connus. La série a très très bien marché aussi. C'était diffusé sur M6 à l'époque. Et c'était produit par des Américains. Et en 2017, je récupère le premier versement de cette série. Et j'ouvre ma feuille SACEM. Je pensais qu'il y avait une erreur tellement c'était... Il y avait combien ? Il y avait 107 000 en one shot, enfin en un trimestre, quoi. C'était avril 2017. Et surtout que 2017, toi t'étais plutôt au début de ta carrière quand même. 2017, moi je commence en 2012. Donc 2017, j'ai 30 ans.
Ouais, mais moi, ça restait quand même pas mal au début. Non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, vraiment, je regarde et j'appelle. Enfin, je vérifie s'il n'y a pas une erreur, quoi. Vraiment, je me dis, mais comment c'est seulement possible? Et là, c'était une grande chance pour moi. Du coup, tu repenses aux gens qui t'ont fait confiance au début, tu vois. Et tu dis, putain, quand même, c'est cool. Donc, ces droits d'auteur, j'imaginais pas que ça pouvait vraiment être 80% de tes revenus, je trouve ça incroyable. C'est énorme. Donc, ça veut dire que tu vas gagner dans tes fees et tes commandes de projets, finalement, ce qui va t'être payé toi, tu vas gagner peut-être 50 000 € par an en chiffre d'affaires, c'est à peu près ça? Alors oui, non, il faut que je te précise ça. C'est-à-dire que les droits d'auteur, ça rentre en BNC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi. Ah oui, c'est du perso, c'est pas sur ta boîte. Exactement, c'est du perso. Et les fees, tout ce qui est rapport à... Les fees, c'est ta boîte? Non. C'est-à-dire que tout ce qui est rapport à l'artiste-auteur, t'es payé en perso, t'es payé en note de droit d'auteur. Et donc les boîtes de prod qui te payent pour la composition d'un film, c'est pareil? Exactement, ça rentre de la même manière dans le perso. Moi, c'est pour ça que j'ai monté une société à côté, j'ai monté une SASU, qui me permet de facturer, et donc du coup... Mais de facturer quoi, du coup? Tout ce qui est, par exemple, le travail d'arrangement pour Zao, par exemple. Ça, arrangement pour les musiciens, tu le rentres dans ta boîte? Ouais. Ok, d'accord. Tout ce qui est le travail que je fais pour Desplat aussi. Tout ce qui est de l'ordre de la prestation de service, en fait. Okay. Oui, parce que Zao, c'est la même mécanique, c'est-à-dire que tu n'as pas de droit d'auteur là-dessus, sur tout ce que tu fais pour elle. C'est ses droits d'auteur à elle. C'est de la prestation aussi. Alors, c'est de la prestation. Le boulot d'arrangement te permet quand même d'avoir accès à des droits. C'est-à-dire que l'industrie considère que ton travail est suffisamment créatif pour pouvoir... prétendre à des droits. Ouais. Et il y a un truc statutaire avec la SACEM qui est 1/12 de la part compositeur. Ok, d'accord. Donc tu touches un petit peu. Tu touches un petit peu. Et en plus de ça, tu as un gros côté visibilité. Et donc je vais essayer de finir un peu le calcul pour que les gens aussi puissent se projeter sur la partie financière qui est toujours un peu complexe à évoquer, je sais, quand on est artiste, mais je pense que c'est important aussi de parler de la réalité. Donc on a ces droits d'auteur qui peuvent valoir 80% de ton revenu. Tu vas toucher, si tu me dis que c'est 80%, il y a peut-être 40 000 € en plus, donc sur les 170 si on fait cette moyenne, qui rentrent aussi en perso. Oui. On va expliquer ensuite derrière qu'est-ce qui reste dans ta poche si c'est du perso. Donc peut-être il y a 210, 220 000 € à l'année. C'est ce que j'ai déclaré à partir de 2020 à peu près. Donc ça, c'est pour les commandes, les films, on a compris, et puis les droits d'auteur. Et dans ta boîte, par exemple, ce que tu vas gagner avec un projet comme celui que tu as fait avec Zao? Dans ma boîte, en chiffre d'affaires, c'est 70 000 € à peu près. 70 000 €. Ça, c'est pour, on va dire, 2 projets? Ouais, c'est ça, 2-3 projets. 2-3 projets. Qui sont des projets qui prennent un peu de temps et tout ça. Donc voilà. Ouais. Et puis les petits trucs que je peux facturer sur... Ouais. Je sais pas, je te donne une connerie, un appel d'offres qui s'est mal passé, mais t'as un dédit, donc tu vas prendre... on te donne un peu... 1 000 €, 1 500 €, enfin c'est vraiment... Ouais, plein de petits trucs. Et donc ma boîte, c'est vraiment un outil qui me permet de... Tu mets toutes tes charges dessus. Ouais, exactement. Voilà. Ok. Donc en gros, 70 000 €, c'est finalement ce que tu vas dépenser en charge. Ouais, exactement. T'es à peu près à zéro, t'es à peu près à l'équilibre, quoi. Enfin, t'es à peu près à zéro. Ouais, c'est pas du tout une boîte qui est destinée à un moment donné à être valorisée, bien à sûr. gagner. C'est vraiment un outil qui me permet, moi, de délester un petit peu pour ne pas tout prendre en perso, bien sûr. Et alors là-dessus, qu'est-ce qu'on va avoir comme charge quand on est dans ton cas, quand on est musicien, compositeur de musique? T'as un studio, tu disais, qui est donc... que je loue. Que tu loues. Ça te coûte combien? Ça me coûte à peu près un peu plus de 3 000 € par mois, mais on le partage avec 2 potes. Donc on est 3 dedans. Donc c'est à peu près 1 200, 1 300 €. 1 200, 1 300, donc on est à Paris, juste pour situer. Et ça, c'est un studio, donc vous avez plein de matos dedans. On a tout. Toi, t'as ton piano dedans? Ouais, complètement. Mon piano qui fête ses 100 ans cette année. Mais c'est pas vrai. Je t'assure. Donc vous avez ça comme charge. Tu dois beaucoup racheter. Tu dirais qu'à l'année, les charges de matos, c'est combien? Je dois à peu près mettre 1 000 € de matos par mois, je pense. 1 000 € de matos que ce par soit mois, en physique, donc des micros, des câbles, tout ça, ou des softwares. À fond, que tu dois payer. Que tu achètes parce que tu as un truc qui sort. J'ai pas vraiment fait le calcul, mais c'est possible que ce soit plus. Ok, et ensuite, donc là on a ça comme charge. Donc là tu m'as dit, donc entre le matos plus le loyer, on est à un peu plus de 25 000 € par an déjà. Ouais, je pense. Ok, donc là-dessus, si on reprend ce que tu prends en perso, donc tu m'as dit le terme tout à l'heure, c'est en
Commission d'auteur, non, c'est un nom. En note de droit d'auteur. En note de droit d'auteur. On doit enlever, donc mettons qu'on a dit à peu près 220 000 euros sur l'année. On doit enlever 20 000 euros pour ton agent. On doit enlever 10% pour ton agent. Oui, donc t'enlèves sur tous les projets en cours, sur tous les projets de l'année, t'as signé avec un agent, et aussi la part SACEM, effectivement, s'il est intervenu, il va prendre une partie de droit aussi. Et ça, c'est 10% de ce que toi tu touches. 10% de ce sur que la je touche. SACEM aussi. Mais typiquement, tu vois, j'avais pas d'agent à l'époque des dessins animés. Et donc du coup, là-dessus... Finalement, c'est pas exactement 10% si tu fais le overall sur une année. Exactement, voilà, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Ouais. Donc on peut être à 8 ou on peut être... ok. Mais donc, mettons, on va dire qu'on enlève 15 000 euros sur 210 000 euros. Donc voilà, il nous reste 195, on va dire ça comme ça. Là-dessus, comment es-tu imposé en tant qu'artiste? Comment ça fonctionne? C'est de l'impôt sur le revenu classique. Sur le revenu, exactement. Donc tu as une tranche pour ces montants-là, tu as une tranche... je suis à peu près à ça en taux moyen. T'as une mauvaise tranche. Ouais, on est... mais bon, voilà. C'est normal. Hein, mais t'es en marginal, tu t'es à 41 et après en réel t'es à 33, 34, 35%, quoi. Parce que donc c'est des bénéfices non commerciaux et que t'as des amortissements. Et donc je vis une partie sur ma SASU, mais j'ai aussi des frais en perso. Ah bah bien sûr, non mais de toute façon t'es obligé, et puis c'est toi qui fais tu dois construire un espèce d'équilibre pour optimiser. Et d'ailleurs je vais avoir une question là-dessus, donc on va rentrer dans des trucs très précis, mais je pense que les gens qui s'intéressent à ce métier, ça les intéressera de savoir. Juste je finis le calcul, donc si s'il me reste 195 000 euros, on a dit, donc pour cette partie note de droit d'auteur. La partie artiste-auteur. Perso, quoi, artiste-auteur. Donc il va me rester 195 000. Si on enlève 35%, il nous reste 120 à peu près. Et donc on arrive dans les 10 000 par mois, c'est ce que tu disais. Ouais. Et ensuite, dans ta SASU, finalement, tu as l'équilibre. Donc tu payes pas de... Non, complètement. Tu payes rien. Juste pour comprendre, le montage financier, ou en tout cas le montage fiscal de tout ça, il peut être un peu complexe. Toi, tu as quand même un comptable qui gère ça pour toi. Tu gères tout toi-même. Enfin, une question que je me pose depuis tout à l'heure que j'ai notée. Quid de l'IA, ça fait partie des métiers qui sont toujours cités dans les métiers menacés. Comment vous le vivez? Alors l'IA en musique marche bien et marche même très bien maintenant. Tant que ça reste... tu peux l'utiliser comme un outil. C'est des trucs... Toi, tu l'utilises un peu? Alors, sporadiquement, mais oui. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, j'étais dans une résidence pendant 6 jours en compo avec des réals, tu vois, que tu rencontres. Et en fait, à un moment donné, on écrit une chanson, il faut générer des paroles, il faut générer une voix. Et donc, du coup, en fait, en 3 minutes, tu as une version allemande et tu génères ensuite ta voix en allemand. Et on était en Corse, dans un endroit perdu. Si il faut l'équivalent en ressources humaines, en fait, ça te prend 2 jours de trouver la personne qui va faire la traduction et puis qui va pouvoir enregistrer tout ça. Donc, comme un outil comme ça, ça facilite les choses de manière incroyable. C'est néanmoins pas idéal du tout, parce que sur tous les projets sur lesquels la musique n'est pas un enjeu majeur, c'est-à-dire, je sais pas moi, le film institutionnel par exemple, ou des documentaires sur lesquels il n'y a pas d'argent, mais en fait tu vas te retrouver il y avait des gens qui vivaient de ces métiers-là aussi. Et à partir du moment où en un prompt, tu vas pouvoir générer des dizaines et des centaines et des milliers de musiques différentes que tu vas pouvoir essayer, sur lesquelles ensuite tu vas pouvoir valider ton projet, c'est des sujets qui sont compliqués. En fait, ce qui est dur, en t'entendant, ce que je me dis, c'est que ce qui est dur, c'est que ça prend du taf à ceux qui sont justement dans des situations plus d'intermittence, plus précaires. En fait, ça prend pas du taf à des gens qui sont bien établis et qui sont, je vais le dire de manière gros mot, mais considérés comme des artistes, tu vois, et qui sont des artistes, mais je veux dire considérés, validés par la street comme des artistes. Complètement. Tu vois. T'as super raison. Alors que ça va prendre du taf à des gars qui galèrent, soit parce qu'ils démarrent, soit parce que pas au bon endroit, pas au bon moment, je sais pas. Et en fait, t'as quand même tout ce pan, tout le principe des artistes, c'est que t'as 2% des gens qui sont vraiment dans ceux qui gagnent leur vie, quoi. C'est exactement ça. La SACEM essaie de faire un taf de ouf, d'ailleurs, en termes de protection des artistes, notamment de la musique et tout ça, face à l'IA. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui sort du conservatoire, qui a 23 ans, comme quand
t'a démarré, qui a envie de faire ce métier, tu lui dirais quoi? De s'investir autant que possible avec toute sa force. Je pense que c'est nécessaire pour ces métiers-là. Et de ne pas négliger toute la partie relationnelle, toute la partie réseau, network. Ouais. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. C'est vrai? Bah oui, parce que j'étais dans une espèce d'idéal de tu fais la meilleure musique possible, c'est bien et on va t'appeler. Et ça, c'est le grand piège des artistes. Ça, tout à fait. Ouais. Et en fait, je te dis, je l'ai réalisé assez tard que tu peux faire de la super musique et si t'es pas visible, on va pas on t'appellera pas. Et du coup, je connais il y a tous les cas de figure. Des artistes incroyables, ouais, mais exactement. qui sont pas du tout assez visibles ou assez reconnus. Et je connais d'autres gens qui sont très network et qui bossent sans avoir une patte vraiment très très vraiment, en fait, c'est méga important. Et l'idée de s'enlever de ces espèces d'illusions de je vais juste faire le puriste. Ouais, exactement. Ouais, ça je l'ai appris assez tard et j'aurais aimé l'apprendre avant. Ton métier a l'air incroyable. Enfin, c'est très merci en tout cas d'avoir partagé tout ça parce que je veux dire ça a l'air merveilleux et ça a l'air de se passer merveilleusement bien, donc c'est cool en tout cas d'avoir ce genre de témoignage. Très inspirant, je trouve. Est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel t'aimerais savoir combien ça gagne? Apiculteur par exemple. C'est une bonne idée, apiculteur. Ouais, attends, je vais noter ça. Personne me l'avait encore dit ça. T'es le premier. Très bien, nouveau métier. Romain, merci beaucoup, c'était passionnant, c'est je t'en prie, Clémence, un grand merci. Donc voilà, si vous voulez être compositeur de musique de film, mais pas que, écoutez cet épisode et vous allez avoir toutes les réponses Salut tout à le monde. vos questions. À plus, ciao.